Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre participation. Donc, je suis Nabil Rajdi et ma collègue Linda Kolikowski. Nous allons vous présenter un atelier donc, sur l'optimisation tarifaire. On va d'abord vous introduire un petit peu ce que nous allons aborder aujourd'hui sur cet atelier sur l'optimisation tarifaire. Donc, on va aborder ces quatre points que je laisserai Linda introduire. On va principalement se pencher sur le sujet de l'élasticité, mais avant, simplement, pour rappeler les différents ingrédients que compose l'optimisation tarifaire et sur lesquels nous allons revenir dans cet atelier. Donc, on va passer par le premier pilier qui est la modélisation de la prime de risque, le deuxième qui est un modèle comportemental du portefeuille, et enfin le pilier et l'axe du positionnement tarifaire. Donc sur ces trois composantes-là, l'objectif de cet atelier, c'est de dérouler, de présenter les enjeux techniques opérationnels sur ces trois axes, mais principalement sur l'axe central qui est la modélisation de l'élasticité au prix et donc du comportement du portefeuille vis-à-vis de la prime proposée. Donc je vais laisser Linda décrire les étapes et présenter les points abordés. Voilà, donc l'idée c'est que vous ressortiez de cet atelier en ayant en tête tous les éléments pour pouvoir réussir une optimisation tarifaire de bout en bout. Donc ici, on va présenter des résultats concernant une optimisation tarifaire à la souscription. Donc on a réalisé nos travaux sur une base de vie, mais bien entendu, toutes les méthodes qui vont être appliquées ici sont également utilisées dans le cadre d'une optimisation tarifaire au renouvellement, donc tout simplement en transposant le taux de transformation en taux de rétention client. Donc vous allez le voir, on va pas mal parler du taux de transformation, donc notamment de la précision dans sa mesure, tout simplement parce que c'est sur lui que reposent la plupart de nos scénarios, donc quand on élabore une nouvelle politique tarifaire. Donc c'est ce qui se cache derrière les enjeux techniques qui sont mentionnés au sein de l'intitulé. Et dernier aparté avant de commencer, donc vous avez pu le voir dans le descriptif, on va beaucoup parler du produit auto. Mais évidemment, ces sujets concernent également d'autres branches. Donc, notamment, on peut penser à la santé ou à la multirisque habitation. Donc, je vais balayer avec vous le sommaire. Donc, d'abord, on va commencer par une introduction sur le thème de l'antisélection. Donc là, c'est pour mieux cerner le contexte et les enjeux de cet atelier. Ensuite, c'est la notion d'élasticité au prix qui entre en jeu. Donc on va vouloir savoir quelle serait la réaction de nos prospects si jamais on leur appliquait une politique tarifaire qu'on leur avait auparavant jamais proposée, mais sans utiliser d'A/B testing, mais plutôt en se basant sur des méthodes mathématiques dont j'en explique le principe au point 2. Et enfin, le point 3, c'est l'application de ce principe. Et enfin, on aura cette élasticité au prix estimé qui va nous servir au calcul de nos indicateurs de rentabilité qui vont entrer dans la résolution qui va être maximisée. En fait, cet indicateur de rentabilité, il va être maximisé dans le cadre de l'optimisation tarifaire, donc pour pouvoir avoir le scénario qui finalement primera, qui sera plus en adéquation avec nos objectifs. Donc finalement, quand on parle de stratégie tarifaire, ça fait écho à la notion de marge. Donc comment on pose une marge sur un produit que l'on vend? Donc tout d'abord, il faut connaître le coût de production. Avec l'inversion du cycle, ce coût de production, il est estimé par les actuaires à travers la prime pure. Puis on agrémente des frais, puis on pose une marge. Donc en fait, avoir un bon modèle de prime pure, c'est le point de départ pour s'assurer d'un certain niveau de rentabilité et d'avoir une vision qui soit réelle de la marge. Notamment sur le produit auto, donc qui est confronté à un défi structurel, qui est l'intensité de la concurrence et qui remet en cause une certaine forme de mutualisation. On va avoir des cases tarifaires qui vont devenir de plus en plus minces, donc pour éviter d'être anti-sélectionnés. Même si, en revanche, des considérations par rapport à la concurrence et à l'élasticité au prix peuvent avoir des effets contrastés. Donc, ce n'est pas parce qu'on a le meilleur modèle de prime pure qu'on se positionne mieux vis-à-vis de nos concurrents. Et c'est pour ça qu'il faut veiller tout de même à avoir une segmentation qui soit proche de celle du marché pour pouvoir mieux identifier les mouvements qui s'y opèrent. Donc ici, on va partir sur la maximisation de la rentabilité.
que vous voyez ici en haut à droite. Alors, elle a deux composantes. Donc, tout d'abord, c'est sur l'ensemble des prospects la somme des rentabilités marginales, donc PI moins SI, donc PI pour la prime, SI pour tout ce qui va être coût de la sinistralité ou des frais de gestion, etc. Et cette rentabilité individuelle par prospect, on l'a que si le devis il se transforme finalement en affaire nouvelle, donc fois un taux de conversion qui va être qui est ici représenté avec une fonction f. En fait, à l'issue de cette optimisation tarifaire, quand on va venir maximiser la rentabilité en dérivant par rapport au prix, en fait, on va obtenir plusieurs allocations de tarifs qui vont nous permettre de dessiner en fait une frontière d'efficience. Et en fonction d'autres paramètres, comme par exemple la valeur client ou le loss ratio, ou alors une répartition du stock qu'on souhaiterait obtenir, on va venir choisir finalement la stratégie qui correspond le plus à la politique qu'on souhaiterait mener. Alors ici, on parle de maximiser une rentabilité, mais bien entendu, on pourrait également minimiser un loss ratio ou maximiser une valeur client et ajouter d'autres contraintes. Toujours est-il que dans le calcul de notre indicateur, il y aura toujours une pondération par rapport au taux de transformation et à l'élasticité au prix. Donc il est important de mesurer de manière précise pour avoir un calcul de l'indicateur qui soit fiable. Donc comment on fait pour estimer le taux de transformation? Donc a priori c'est simple, on modélise l'output Y, donc il vaut 1 si le devis est souscrit, 0 sinon. Donc avec un modèle Logit, on obtient une probabilité de conversion sur l'ensemble des prospects de notre base de vie. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, donc pour un prospect, donc quelle serait sa réaction, donc sa conversion, si jamais je lui modifiais son tarif. Donc je ne peux pas tout simplement remplacer dans mon modèle de taux de transformation l'ancien prix par le nouveau. Si par exemple je suis sur un profil du type jeune parisien, donc il y a un tarif de 30 € et je voudrais savoir s'il se convertit, sa probabilité de conversion, si je lui appliquais plutôt un tarif de 40 €. En fait, dans ma base d'apprentissage, donc ma base de vie, les profils qui sont associés avec un tarif de 40 € en fait, peuvent s'éloigner en termes de caractéristiques d'un profil du type jeune parisien. Et c'est en ça en fait, qu'il y a un biais de sélection. Donc en fait, on est face à un problème de manque de données, puisque ce qu'on va venir regarder, nous, c'est la réaction de nos prospects, mais si on leur appliquait des tarifs qu'ils n'ont jamais en fait perçus par le passé. Donc il y a des compagnies, des acteurs qui ont tenté de répondre à cette problématique par la mise en place de price tests, donc de l'A/B testing, avec toutes les conséquences opérationnelles que cela engendre. Donc nous, on va essayer de contourner cette difficulté, plutôt en employant des techniques mathématiques, donc notamment le propensity score matching en anglais, ou en français, ça donne le jumelage de sujets par score de propension. Donc c'est une technique qui est très connue dans l'univers médical, donc qui est née dans ce secteur-là. En fait, c'était des laboratoires qui se sont demandé quelle est l'efficacité du traitement que j'applique à mes patients. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les malades qui ont reçu le traitement, donc qui formaient le groupe de traitement, et ils ont mis à côté de ça des malades qui, eux, n'avaient pas subi le traitement. Et en fait, ils voulaient comparer ces deux populations pour savoir comparer leur état de santé avant et après le traitement. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça de venir comparer ces deux populations, puisqu'en fait, si mes patients ont été éligibles au traitement, c'est bien parce qu'ils avaient des caractéristiques à la base qui les rendaient éligibles à ce traitement. Donc en fait, ils étaient déjà confrontés à ce problème de biais de sélection, et c'est avec du coup des papiers de recherche qui datent des années 80 qu'on est venu justement pallier à ce type de problème. Donc les mécanismes de l'algorithme, je vais les décrire à travers un exemple qui est fictif. Donc je pense que ce sera plus simple pour aborder ce sujet. Donc transposer au monde de l'assurance, qu'est-ce que ça donne? En fait, j'ai des prospects, ici 3 prospects, qui appartiennent à une stratégie 1. Donc, vous voyez, c'est les 3 premiers ici dans mon tableau. Donc quand je dis qu'ils appartiennent à une stratégie 1, ça veut dire qu'on leur pose un certain niveau de marge. Et je voudrais savoir, en fait, quelle serait leur réaction si jamais on leur appliquait un tarif plutôt équivalent à une stratégie tarifaire 2.
Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre mes sujets de traitement donc, qui m'intéressent, ceux de la stratégie 1. Donc dedans, j'ai qui? J'ai un agriculteur de 22 ans, j'ai un agriculteur de 24 ans, et le prospect 3, j'ai un ouvrier de 29 ans. Ensuite, je vais isoler dans ma base de vie les sujets qui appartiennent au groupe de contrôle, donc ceux à qui j'ai déjà appliqué la stratégie tarifaire 2. Donc dedans, j'ai un agriculteur de 26 ans, j'ai un ouvrier de 33 ans et j'ai un ouvrier de 45 ans. Pour tous ces prospects, j'ai estimé un taux de transformation, donc ligne à ligne, avec un simple modèle Logit. Et maintenant, je vais venir estimer un score de propension. Le score de propension, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'estimateur de la variable D, donc qui vaut 1 pour les sujets de la stratégie 1 et 0 pour les sujets de la stratégie 2, donc de contrôle. Donc, in fine, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est la probabilité d'appartenir au groupe de traitement, donc la probabilité d'appartenir au groupe de stratégie 1. Et en fait, là, on est d'accord que si jamais je prends 2 prospects qui ont des scores de propension qui sont similaires, en fait, ça veut dire que quelque part, il existe un support commun de caractéristiques qui fait qu'ils pourraient appartenir au même groupe de stratégie tarifaire. Donc, ils se ressemblent en ça. Ils pourraient appartenir au même groupe. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que pour chaque individu de mon groupe de traitement, je vais aller chercher le sujet qui lui ressemble le plus en termes de caractéristiques dans le groupe de contrôle, donc de la stratégie 2, pour pouvoir dire qu'ils pourraient avoir une réaction similaire par rapport au prix. Donc, ici, je vais le faire avec vous. Donc, on estime un score de propension, donc très simple, donc on estime D. Donc j'ai un score de propension de 80% pour l'agriculteur de 22 ans, j'ai un score de propension de 75% pour l'agriculteur de 24 ans, etc. etc. Donc pour le premier, donc le score de propension de 80%, je vais aller regarder les scores de propension de ma stratégie 2, des sujets de ma stratégie 2. Donc celui qui a le score de propension le plus proche, donc de 73%, c'est le prospect 4, qui est l'agriculteur de 26 ans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire que, étant donné qu'ils ont des scores de propension similaires, ils auraient pu appartenir à la même stratégie. Donc, son jumeau, ça va être le prospect 4, et je vais lui prendre son taux de transformation, qui est de 30%. Pour le prospect 2, donc il y a un score de propension de 75%, là, je regarde, pareil, parmi les sujets du groupe de contrôle, lequel a le score de propension le plus proche. Ça va être encore une fois l'agriculteur de 26 ans. Donc son jumeau, ça va être aussi le prospect 4 avec son taux de transformation de 30%. Et enfin, on a l'ouvrier de 29 ans qui lui a un score de propension de 60%, donc une probabilité d'appartenir à la stratégie de 60%. Lui, par contre, je vais l'apparier à l'ouvrier de 33 ans qui a le score de propension le plus proche. Donc son jumeau, ça va être le prospect 5 et je vais lui prendre son taux de transformation qui est de 38%. Et à la fin, en fait, je vais me dire que ces taux de transformation, finalement, c'est les taux de transformation qu'ils pourraient avoir s'ils appartenaient à la stratégie 2, puisqu'ils se ressemblent, ils sont similaires, ou en tout cas le plus proche possible. Donc, 2 conditions pour que cette méthode elle fonctionne. Donc déjà, il faut que le modèle qui estime le score de propension soit performant. Donc pour exclure les individus de contrôle dont le profil est trop éloigné de ceux du groupe de traitement. Ici, par exemple, j'ai éliminé l'ouvrier de 45 ans, donc le prospect 6, parce qu'il était trop éloigné en termes de caractéristiques de mes prospects initiaux qui m'intéressent. Deuxième condition, il faut que les sujets du groupe de contrôle ressemblent à minima au profil du groupe de traitement, sinon le jumelage n'a aucun sens. Je vais illustrer ces 2 conditions. Donc, admettons, on avait un modèle de score de propension qui n'était pas très performant et qui a du mal à distinguer justement les caractéristiques qui permettent de démontrer l'appartenance d'un prospect à une stratégie ou à une autre. Donc là, si pour l'ouvrier de 29 ans, donc le prospect 3, qui appartient à la stratégie 1, j'avais un score de propension de 30%, donc ce qui est relativement faible compte tenu du fait qu'il appartienne réellement à la stratégie 1. Et si j'avais un score de propension de 95% pour l'agriculteur de 26 ans, alors qu'il appartient, donc c'est très élevé par rapport au fait qu'il appartienne à la stratégie 2. Donc là, si j'effectue le jumelage sur ces scores de propension, je m'aperçois qu'en réalité, j'ai exclu aucun individu. Je me retrouve en fait avec les jumeaux 4, 5 et 6. Donc c'est comme si les sujets étaient complètement interchangeables et j'ai pas du tout corrigé mon biais. Et j'obtiens en fait, pour les prospects de la stratégie 1, exactement le même taux de transformation moyen s'ils appartenaient à la stratégie 2 que les prospects de la stratégie 2.
Pour la deuxième condition, c'est très intuitif. Donc je pourrais, je pense, aller plus rapidement. Si par exemple dans la stratégie 1, j'avais que des agriculteurs de moins de 30 ans et dans la stratégie 2, que des ouvriers depuis 40 ans, en fait, l'algorithme, bien sûr, qui va faire des appariements, mais ils n'auront finalement pas de sens parce qu'on compare des profils qui ne peuvent avoir le même comportement. Donc finalement, comment je mesure la qualité de mon appariement? En fait, tout simplement en regardant les caractéristiques de mes groupes avant et après le jumelage. Donc ici, par exemple, sur la catégorie socio-professionnelle, au tout départ, dans mon groupe de traitement, j'avais 2 agriculteurs et un ouvrier, donc 67% d'agriculteurs et 33% d'ouvriers. Dans mon groupe de contrôle, j'avais 1 agriculteur et 2 ouvriers, donc 33% d'agriculteurs et 67% d'ouvriers. Et dans mon groupe de contrôle après le jumelage, en fait, j'ai 2 fois le prospect 4, 1 fois le prospect 5, donc 2 fois l'agriculteur, 1 fois l'ouvrier, donc 67% d'agriculteurs et 33% d'ouvriers, donc comme dans mon groupe de traitement, et je me rapproche en ça des caractéristiques du groupe qui m'intéresse. Pour l'âge, on devrait le faire avec les fonctions de répartition, mais là, on est sur un exemple, donc je vais faire la moyenne parce que ce sera plus simple. Alors, dans le premier groupe de traitement, on a une moyenne d'âge de 25 ans. Dans le groupe de contrôle, on a une moyenne d'âge de 35 ans. Et dans le groupe de contrôle après le jumelage, donc 2 fois le prospect 4, 1 fois le prospect 5, on retombe sur une moyenne d'âge de 28 ans, donc on se rapproche davantage des caractéristiques de mon groupe de traitement. Donc, in fine, dans ma base de vie, je vais avoir pour chaque profil donc, une stratégie initiale donc, qui est déjà là au sein de mon portefeuille. Donc, admettons ici pour le prospect I, âgé de 30 ans, qui est cadre, qui vient montrer qu'il y a une Peugeot. Donc, il appartient initialement à une stratégie tarifaire 1, donc il a un tarif de 100 € qui correspond à 10% de marge. Maintenant, je vais le dupliquer. En fait, dans ma base de vie, je vais le dupliquer autant de fois qu'il existe de stratégies. Donc, je vais le dupliquer pour la stratégie 2 et 3, donc qui correspondent à des tarifs de 120, 130 € et 18 et 25% de marge. Et en fait, le score de transformation que je vais leur associer, c'est celui de la personne qui lui ressemble le plus, respectivement, dans les groupes de stratégie 2 et 3. Et enfin, à la fin, je vais venir estimer la série des scores de transformation qui va constituer en fait mon modèle d'élasticité au prix avec davantage de données. Donc, je vais récapituler les ingrédients qu'il nous faut avant de passer à l'optimisation tarifaire. Donc, tout d'abord, il faut que dans ma base de vie, j'estime la manière la plus exacte possible un taux de transformation. De manière exacte, parce qu'en fait, c'est ce taux de transformation que je vais venir raccorder à chacun de mes jumeaux et c'est lui que je vais venir réestimer ensuite dans l'étape finale. Ensuite, je vais découper ma base de vie en groupes de politique tarifaire, donc définir les stratégies tarifaires à partir de la marge à proprement parler. Enfin, je vais effectuer le jumelage de sujets pour avoir plus de données dans ma base, pour procéder à une massification de ma base de vie, avant de passer à l'estimation du score de transformation sur cette base de vie qui a été étoffée. Et enfin, je vais pouvoir incorporer cette élasticité au prix qui sera plus fiable, puisqu'en fait, on va avoir davantage de données dans notre base pour pouvoir réaliser mon optimisation tarifaire et calculer des indicateurs qui soient le plus proches possible de la réalité. Donc, on va débuter par la première étape, donc estimer le taux de transformation sur chacune de mes lignes de ma base de vie. Donc, qu'est-ce qui impacte la conversion individuelle? Donc, d'abord, les caractéristiques du conducteur, de son véhicule, des données concernant le contrat. Donc, on va avoir la présence de franchise, la présence de remise commerciale, la présence d'une dérogation, etc. Et très important, on va également prendre en compte la concurrence en incorporant des indices de compétitivité. Parce que, comme on l'a dit en introduction, elles peuvent expliquer fortement la sensibilité de nos prospects par rapport aux tarifs qu'on lui applique. Donc pour ça, on a travaillé sur des benchmarks avec des benchmarks marchés pour collecter pas mal de prix sur un jeu de données. Et enfin, on a pu dégager 2 tarifs. Donc le tarif leader, qui est le tarif en fait le prix minimum qu'on a sur chacun de nos profils, donc le tarif le plus compétitif du marché, et le tarif médian, en fait, qui est tout simplement la médiane de l'ensemble des tarifs qu'on a pu obtenir.
Donc ces données, on va les tester au sein de notre modèle, donc de manière brute ou alors de manière transformée. Donc on va notamment travailler avec, par exemple, l'écart avec le tarif médian, donc la différence entre le tarif commercial que nous on propose et la médiane du marché, mais également avec l'écart avec le tarif leader, donc la différence entre le tarif que nous on propose et le tarif le plus compétitif du marché. Donc là, on a privilégié une analyse à plat avec l'écart relatif avec le tarif leader, parce qu'en fait, le tarif leader, il constitue quelque part un prix psychologique pour un assuré qui débute un parcours de souscription et qui va à minima se balader un petit peu sur les comparateurs. Donc il est prêt à s'éloigner du prix minimal qui pourrait avoir selon son profil, si jamais il pense que les services et les couvertures qui sont proposées en valent la peine. Donc c'est lui qui va beaucoup jouer sur notre sensibilité au prix. On voit ici par exemple par tranche d'âge et par classe de prix du véhicule le taux de transformation sur la courbe en noir et l'écart relatif avec le tarif leader en orange. Donc par exemple sur la classe de prix du véhicule, on a bien deux tendances opposées qui se dégagent. Donc nous dans notre base, on va avoir des prix de moins en moins compétitifs au fur et à mesure de la montée en gamme du véhicule. Et à contrario, on va du coup avoir un taux de conversion qui va diminuer avec les véhicules les plus coûteux. Sur l'âge du conducteur principal, on va avoir des variations, des mouvements qui sont à peu près similaires. Donc on le voit par exemple aux alentours de 30 ans, on voit qu'on est plus compétitif sur le marché sur ces tranches d'âge-là. Donc on va avoir un taux de conversion qui va regagner du terrain quelque part, mais par contre il va se redégrader dès qu'on va s'éloigner des prix les plus compétitifs du marché. Donc on a privilégié un modèle XGBoost pour calculer notre taux de conversion, puisqu'on est toujours dans cette optique d'avoir le modèle le plus robuste possible. Donc pour analyser la performance de notre modèle, on a regardé segment par segment les différences entre l'observé et le prédit. On s'est également basé sur des critères quantitatifs comme l'AUC ou le Gini normalisé, puisqu'en fait, ils sont très utilisés dans ce cadre-là, puisqu'ils prennent en compte l'ordonnement de mes sujets par rapport à leur taux de conversion. Et pour regarder un petit peu quelles étaient les variables les plus impactantes dans ma sensibilité, donc on a fait appel aux valeurs de Chaplin, donc qui calculent les contributions marginales pour chacun de mes facteurs, ici qui sont classés des plus importants en haut au moins important dans le bas du graphique. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que ce sont les indices de compétitivité et les données de contrat qui sont surreprésentés dans le top des variables les plus importantes. Donc on a le nombre de mois offerts, la périodicité des prélèvements, la marge qui est appliquée, la présence d'une dérogation, l'écart avec le tarif leader, on a également la présence d'une réduction, le montant des cotisations TTC ou la présence de franchise. Après, on va avoir des données sur le conducteur, donc son âge, son bonus-malus, l'usage qu'il fait de son véhicule et des données de véhicule. Donc là, on va venir, dans notre base de vie, en fait, sur chaque ligne, un taux de transformation. Donc, grâce à ce modèle, maintenant, on va venir découper notre base en différents groupes de politiques tarifaires, donc selon leur marge. Je vais rappeler la définition de la marge, même si on l'a évoqué plus haut. Donc d'abord, on a la prime hors taxe qui est égale à la prime pure agrémentée des frais. On va ensuite avoir la marge qui est la différence entre la prime commerciale hors taxe et cette prime hors taxe, prime technique hors taxe. Et enfin, on va la mettre en pourcentage du montant de cotisation hors taxe. On obtient du coup la série, la distribution ci-dessous qu'on va venir segmenter. Donc si je découpe finement cette série des marges, en fait, je me retrouve avec de nombreux groupes de politiques tarifaires. Donc finalement, jumeler des groupes qui sont proches, ça va être simple, puisque vu qu'ils sont proches en termes de valeur de marge, je vais avoir des individus qui sont plutôt similaires en termes de caractéristiques. Mais en revanche, dès que je vais finalement m'éloigner un petit peu de ma stratégie initiale, étant donné que les groupes ils sont très peu étoffés puisqu'il y en a beaucoup, ça va être difficile de trouver un sujet qui ressemble à minima à celui du groupe qui m'intéresse.
A contrario, si je pars sur uniquement, par exemple, 2 groupes de politique tarifaire, donc les marges négatives, les marges positives, donc peut-être à la frontière, un appariement peut fonctionner, mais finalement, dès que je vais me retrouver aux extrémités, étant donné que le pont entre les 2 stratégies ne peut pas s'effectuer, on est sur des moyennes de marge qui sont complètement différentes, je vais pas trouver de profil en fait, pour effectuer mon appariement. Donc il faut travailler ce compromis entre variance intraclasse et variance interclasse entre les différents groupes. Donc ça, c'est la classification ascendante hiérarchique qui va permettre de l'effectuer et qui va nous donner 8 groupes de politique tarifaire, depuis le groupe 1 qui dispose de marges très faibles jusqu'au groupe 8 qui dispose de marges extrêmement élevées. Alors, en réalité, on va partir sur 7 groupes de politique tarifaire, puisqu'on va réunir les groupes 1 et 2. Donc d'abord, pour une raison de volume, on avait très peu de prospects dans le groupe de stratégie 1 issus de l'algorithme, et on pouvait en fait les réunir avec les prospects de la stratégie 2, puisqu'ils étaient similaires en termes de marge et disposaient tous de marges qui étaient négatives. Donc maintenant, j'ai mes taux de transformation, j'ai mes groupes de politique tarifaire, donc je vais pouvoir effectuer le jumelage à proprement parler comme je vous l'ai montré dans l'exemple fictif. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer un exemple qui est concret. Mais tout d'abord, avant de passer à cet exemple, je voulais juste vous mettre au parfum sur les différentes caractéristiques qui subsistent au sein de nos groupes. Donc déjà, première chose, on voit que la propriété de chevauchement des données peut être respectée, puisqu'en fait, ici, si je prends un âge au hasard de n'importe quel groupe de stratégie, je peux voir qu'il est possible de trouver un âge similaire dans une autre stratégie, hormis quelques extrêmes, bien sûr, vous l'avez vu. Pour la puissance réelle, c'est pareil. Maintenant, si on regarde un peu les distinctions, on voit qu'on est plutôt sur des jeunes dans le groupe 1, donc dans le groupe où les marges sont faibles, et on est sur des individus un peu plus âgés dans les groupes 7 et 8. Pour la puissance réelle, on a cette fois-ci une tendance qui se dégage, donc on a une puissance, une montée en gamme du véhicule qui vient avec l'accroissement de la marge. Sur le bonus-malus, donc là c'est plutôt intuitif. Dans le groupe constitué des jeunes, donc le groupe 1, enfin ici le groupe 0 sur le graphique, on va avoir une médiane en fait de bonus qui est supérieure à 0,5, donc c'est plutôt intuitif parce que là on est sur des jeunes. Par contre, sur les groupes 7 et 8, donc on a des troisièmes quantiles qui sont particulièrement élevés, et là il n'y a plus d'excuse de l'âge, donc on est sur des personnes qui sont sinistrées. Donc, l'exemple que je vais vous montrer, c'est l'appariement. Donc, on s'est intéressé aux prospects de la stratégie 4. Donc, les prospects de la stratégie 4, en fait, ils bénéficient d'une marge qui est plutôt faible. Et on voudrait procéder à une augmentation tarifaire sur ces assurés-là. Et donc, se rapprocher davantage d'une marge qui corresponde à ceux qui ont en fait les sujets de la stratégie 5, donc qui disposent de marges moyennes. Donc, tout d'abord, dans le graphe à gauche, vous avez les 2 fonctions de répartition de l'âge pour les 2 groupes. Donc en bleu, la fonction de répartition des sujets de la stratégie 4 et en rouge, la fonction de répartition des sujets de la stratégie 5. Donc on voit qu'il y a certaines disconcordances avec un écart maximal de 0,07. Ensuite, on va venir estimer le score de propension, donc la probabilité d'appartenir à la stratégie 4 pour l'ensemble des prospects, par 2 méthodes, donc par la méthode XGBoost et par la méthode GLM. Donc on voit avec ces 2 méthodes que les 2 courbes se rapprochent après le jumelage. Donc on arrive à mieux faire coller les caractéristiques des sujets de la stratégie 5 à ceux de la stratégie 4 en éliminant justement les prospects de la stratégie 5 qui ressemblent moins à ceux de la stratégie 4, mais avec une nette amélioration avec le modèle XGBoost. Donc ici, normalement, ce travail-là d'analyse, il faut le faire sur l'ensemble des variables, hein, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de faire en sorte que seulement les âges concordent entre les prospects des différentes stratégies, mais que c'est la combinaison des caractéristiques qui prime. Et en fait, on a pu observer que c'était le modèle XGBoost qui permettait de mieux éliminer les sujets de contrôle qui ne ressemblaient pas en tout point au sujet de traitement. On peut le voir ici, en fait, avec les courbes de demande.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a les taux de transformation moyens en orange pour chacune de mes stratégies en abscisse. Donc les pointillés orange sont les mêmes sur les deux graphiques, sur le graphique correspondant à la méthode par GLM à gauche et le graphique correspondant à la méthode par XGBoost à droite. La courbe bleue, en revanche, décrit le taux de transformation moyen des sujets de la stratégie 4, s'ils appartenaient à la stratégie 1, 2, puis 3, 4, donc les deux points sont confondus, 5, 6, 7 et 8. Et le premier constat qu'on a, c'est que les deux courbes sont confondues avec la méthode par GLM. Donc c'est comme si en fait les sujets étaient complètement interchangeables entre les sujets de différentes stratégies, alors, ce qui est complètement contre-intuitif. Alors que du côté du XGBoost, on voit bien qu'on a une courbe bleue qui s'écarte progressivement de mes points orange au fur et à mesure que je m'éloigne de ma stratégie de départ, donc qui est la stratégie 4. Et ça, c'est plutôt intuitif parce que finalement, c'est parce qu'en fait, plus je vais m'éloigner en termes de politique tarifaire et plus finalement, je vais rencontrer des sujets qui ressemblent moins à mes sujets initiaux. Donc, je vais davantage en éliminer et donc m'éloigner du taux de transformation moyen de cette stratégie. Alors, ici, je vais donner un peu un exemple qui est aux antipodes. Donc là encore, pour regarder l'intervalle de confiance qui grandit finalement autour de mon élasticité au fur et à mesure que je m'éloigne de la stratégie de départ. Donc si j'essaye d'apparier des sujets qui ne se ressemblent pas du tout, donc ceux de la stratégie 8 qui disposent de marges extrêmement élevées avec ceux de la stratégie 1 qui disposent de marges négatives, je vois d'abord d'entrée de jeu que les deux fonctions de répartition sont en nette disconcordance et que les algorithmes d'appariement, donc ils font tout ce qu'ils peuvent, mais c'est impossible en fait de trouver une ressemblance entre ces deux groupes. Donc c'est évidemment des appariements qui ne peuvent pas s'effectuer. Et ce dernier point, en fait, vient étoffer la liste des contraintes de notre optimisation tarifaire. Donc, premièrement, on avait une contrainte sur le taux de transformation. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était que le volume de notre portefeuille reste le même que par le passé, qu'on ait autant de flux entrants que par le passé. Donc, on va imposer à notre algorithme un taux de conversion global sur la base qui soit à minima égal à celui qu'on a déjà présent au sein de notre base de vie. Ensuite, on va imposer une contrainte de borne. Donc, je vais contenir finalement mes évolutions tarifaires en deçà de 20%. Donc, d'abord, pour une raison technique, pour pouvoir me fier à l'élasticité au prix que je vais calculer, donc puisqu'on ne peut pas apparier des sujets qui sont trop éloignés. Et puis, deuxième raison, il est rare d'envisager une telle bascule de prix d'une année sur l'autre. Et pour éviter peut-être de se heurter à des difficultés au moment de la mise en production, il est plutôt préférable d'imposer ce type de contrainte. Donc, que ce soit une contrainte sur le portefeuille global, comme nous on le fait ici, ou même des contraintes d'évolution qu'on peut faire par segment. Bien sûr, les taux de conversion, là, on impose un minima de volume de portefeuille, mais on peut très bien permettre de dégrader le taux de conversion ou de vouloir enrichir, accroître mon portefeuille davantage. Donc tout ça, c'est personnalisable. On peut également entrer dans les contraintes, les notions de valeur client, de loss ratio. Donc voilà, tout est permis. Ici, on s'est juste concentré sur le taux de conversion. Alors, on a une autre contrainte donc, qui concerne l'exécution de l'optimisation à proprement parler. Donc, si je dérive ma rentabilité par rapport au prix, donc ça veut dire que je dois dériver f, ma fonction de taux de transformation, par rapport au prix. Donc, ça veut dire que je dois quelque part détacher l'effet pur qui est rattaché à mon tarif au sein de mon modèle. Donc, quelque part, il faut que mon modèle il respecte les propriétés de modularité et de simulabilité, donc, qui sont pas propres en fait, au modèle interprétable. Donc, je vais ici imposer un GLM pour venir estimer ma série de taux de transformation. Donc, je ne vais pas m'épancher sur la calibration de ce GLM, puisqu'en fait, dans l'équation, ce qui va revenir, c'est surtout les variables que je vous ai présentées en fait,
dans le cadre du premier modèle de taux de transformation. Simplement, on va avoir la marge qui va gagner en importance, puisqu'ici, c'est cette marge qui va venir distinguer les profils qui sont similaires et qui, en fait, vont avoir des taux de transformation différents juste parce que je les ai fait basculer de stratégie. Donc, la marge va venir en première position dans l'importance de mes variables. Par contre, ici, ce que je voulais vous montrer, c'était le gain en termes de performance qu'on a obtenu grâce, en fait, au jumelage. Donc, pour ça, on a fait tourner un modèle naïf, donc un modèle simple sur ma base de vie, donc sans enrichissement des données dupliquées. Et à côté de ça, je vais faire tourner un modèle avec l'ensemble de ma base, donc la base initiale, et les jumeaux que je suis venue alimenter. Alors, je vais faire deux comparaisons. Donc, d'abord, je vais construire un échantillon test à gauche uniquement composé de nouvelles données, donc des prospects de ma base de vie, mais avec des tarifs différents. Et là, je remarque que j'améliore, par rapport au modèle naïf, la plupart de mes critères d'erreur. Donc, je vais avoir une baisse du RMSE de 22%, une baisse également du MAE, une montée du Gini, une baisse de l'erreur médiane. Donc certes, on fait mieux sur les données dupliquées, donc ça c'était plutôt intuitif. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que je ne dégrade pas mon erreur sur les lignes de ma base de vie initiale. Donc pour ça, j'ai constitué également un échantillon de test qui est mixte, donc qui est composé de lignes de ma base de vie initiale et de lignes de ma base de vie qui sont dupliquées. Et là, pareil, je vais avoir des réductions dans mes critères d'erreur. Donc là, on peut voir en fait qu'on a un gain de performance, donc une estimation de l'élasticité au prix qui soit plus fiable, donc un biais qui est corrigé par rapport à un modèle qui ne prendrait pas du tout en compte le biais de sélection. Donc, grâce à ce modèle d'élasticité au prix, je vais pouvoir avoir une sensibilité tarifaire pour mes segments. Donc, on va commencer doucement avec une analyse à plat de l'élasticité au prix par tranche d'âge et par classe de prix. Donc, vous voyez sur la classe de prix, on va avoir, donc plus on va aller sur des véhicules coûteux et plus mes individus vont être sensibles au prix. Donc, en rouge, vous avez la courbe d'élasticité et sur l'ordonnée de droite, vous avez l'élasticité. En fait, ça s'interprète comment? Donc, si jamais j'augmente d'une unité mon prix, j'ai en fait cette élasticité-là. Donc, sur les véhicules très coûteux, on peut aller jusqu'à 2,5% d'élasticité, ce qui veut dire que si je décide d'augmenter encore mon tarif sur ces véhicules-là, on peut s'attendre à une forte diminution de ces profils dans ma base. Par contre, si je fais des efforts d'un point de vue tarifaire sur ces véhicules, je peux m'attendre à augmenter fortement mes parts de marché et satisfaire mes contraintes de volume. En revanche, ces politiques, elles ne peuvent pas fonctionner pour les véhicules qui sont bas de gamme, puisque là, je peux toujours faire des réductions tarifaires, mais je vais moins gagner en part de marché. Donc peut-être que ça peut plus valoir le coup d'augmenter un peu le tarif sur ces profils-là, parce qu'on ne va pas dégrader autant la conversion. Donc tout dépend finalement de la répartition du stock qu'on a envie d'avoir et des politiques qu'on a envie de mener. Et donc là, c'est une première analyse. Ici. Et sur l'âge, on va avoir sans surprise une sensibilité tarifaire qui va être plus importante pour les jeunes et qui va venir se stabiliser à partir des âges intermédiaires et osciller autour de 1% ou 0,8%. On va retrouver un peu les mêmes résultats sur des courbes de demande. Donc par CSP, on va voir les étudiants, les salariés, les cadres et les retraités, où en fait on a figé les autres caractéristiques par ailleurs. Donc ces courbes de demande, elles ont été établies sur une fenêtre, donc un plus large spectre de tarifs que si on n'avait pas effectué le jumelage, parce qu'ici on peut estimer l'élasticité au prix de manière fiable sur une plus grande gamme de tarifs. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a des étudiants qui sont plutôt sensibles au prix, puisqu'on a une pente qui est plus élevée, même s'ils sont plus enclins à accepter un tarif qui est supérieur, ce qui est plutôt logique étant donné leur risque. Et combiné avec des courbes de marge pondérée sur chacun de ces segments, je vais pouvoir mieux piloter ma rentabilité par type de segmentation en regardant par exemple l'écart qui subsiste entre le point où je me trouve actuellement et la rentabilité marginale que je peux avoir sur chacun de ces segments.
et tout en définissant des seuils en deçà desquels je ne peux pas aller pour m'assurer d'un certain niveau de marge ou un certain niveau de conversion. Donc là, ce sont les prémices un petit peu de l'optimisation. Qui s'écrit comme une équation lagrangienne classique, avec un terme de pénalisation sur le volume de portefeuille qu'on souhaite obtenir. Donc en fait, on pourrait résoudre simplement en dérivant chaque terme par rapport au prix et en égalisant chaque terme à 0. Mais en fait, ici, ce n'est pas judicieux étant donné qu'on se retrouve avec des bases de données avec plusieurs millions de cellules. Donc en fait, c'est très coûteux en termes de temps de calcul de réaliser ce procédé. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un algorithme sur mesure qui va reprendre les principes d'une descente de gradient projeté. Donc je vais détailler brièvement le fonctionnement de cet algorithme. Donc d'abord, on part avec une initialisation, donc sans contrainte et avec les prix égaux aux prix initiaux qui existent au sein de mon portefeuille. Et ensuite, je vais constituer une grille de lambda, allant de 0 jusqu'à un lambda max. Donc plus on va augmenter ce lambda-là, et plus en fait la contrainte sur mon volume va devenir plus importante. Et à chaque itération, donc là on est sur des méthodes de descente de gradient, je vais calculer ma nouvelle allocation de prix qui va être égale à l'allocation de prix de l'étape précédente moins un pas fois la dérivée par rapport au Lagrangien. Et une fois que j'ai calculé cette nouvelle allocation de prix, je vais en fait regarder si elle satisfait mes contraintes de borne. Donc si elle est bien inférieure à une évolution de 20% par rapport à mon prix initial. Si jamais j'obtiens un prix qui est au-dessus, par exemple un prix qui concerne une évolution de 23% par rapport à mon prix d'origine présent dans ma base, alors je vais le ramener à une évolution de 20%. Et c'est en ça en fait que la descente de gradient, elle est projetée. Et enfin, je vais venir revérifier à partir de cette projection si ma contrainte de conversion est satisfaite. Et si elle est satisfaite, je vais stocker cette allocation. Si elle ne l'est pas, je vais la rejeter. Et parmi toutes les allocations qui ont satisfait la contrainte, je vais prendre finalement ma rentabilité maximale pour obtenir l'allocation qui est le plus en adéquation avec ce que je recherche. Alors, je ne sais pas si tu as quelques mots à ajouter sur cet algorithme. Oui, quelques compléments sur l'algorithme, et puis on pourra passer justement au résultat, au final, ce qu'on obtient sur cette allocation, cette nouvelle allocation de primes. Pour revenir à ce qu'on disait en introduction, on voit que clairement l'élément central de l'optimisation tarifaire reste le modèle d'élasticité, mais il faut également avoir un modèle de risque fiable et robuste. C'est bien qu'on cherche à avoir un modèle d'élasticité le plus fiable possible grâce aux méthodes PSM que vient de présenter Linda, mais ça nécessite aussi d'avoir un modèle de prime de risque, une connaissance de la sinistralité fine. Et on voit ici dans ce problème un compromis en fait que Linda a décrit dans cette formulation lagrangienne. On voit très bien le compromis entre ma rentabilité d'une part et d'autre part le taux de conversion. Donc c'est une écriture mathématique lagrangienne, mais qui aussi se lit très bien et s'interprète très bien via le lambda. On va venir piloter ici l'importance que je donne à ma stratégie d'optimisation tarifaire. Est-ce que je souhaite conserver davantage d'individus en portefeuille, ou je souhaite plutôt privilégier la rentabilité totale. Et on va le voir juste après, justement. Hop. On va voir que ces différents scénarios, puisqu'on n'est pas limité à un seul scénario, l'idée c'est aussi de parcourir plusieurs scénarios d'optimisation, plusieurs stratégies, pour avoir des éléments de décision et choisir la stratégie d'optimisation définitive. Alors, si on se donne un lambda au final fixé, donc un compromis qu'on a fixé. Si on reprend l'algorithmique qu'a présenté Linda juste avant, eh bien on va avoir une allocation de primes individu par individu, une nouvelle allocation de primes individu par individu. Si bien qu'on va pouvoir calculer au final une nouvelle marge totale, un nouveau taux de conversion et un nouveau chiffre d'affaires, tout un tas d'indicateurs qu'on peut faire sur cette nouvelle base de primes. Donc là, on en a mentionné quelques-uns, les plus naturels, et on constate qu'après optimisation, donc après un choix de lambda particulier, on va avoir ici un gain de marge à 8,6%. Et ici, on appelle cette stratégie isoconversion, puisqu'on s'est assuré de rester à isoconversion. Et donc, ça, c'est un élément important. Premier élément important déjà, c'est que l'optimisation a servi à quelque chose. Donc au final, on a réussi à augmenter la marge,
avec cette nouvelle allocation de primes. Et ça, c'est grâce à la puissance du modèle d'élasticité qu'on a construit, à sa fiabilité. Mais c'est pas tout. On voit sur le graphique en bas, si vous arrivez à lire, oui, c'est clair, avec l'augmentation du compromis, on voit. Donc plus on augmente l'effet de lambda, autrement dit, on va augmenter la pondération qu'on va donner sur le taux de conversion, plus la conversion, on le voit au final, à la fin de l'algorithme, on va avoir un taux de conversion qui va se situer à plus de 36%. Et si j'ai un lambda qui vaut 0, j'annule complètement cette composante, je vais uniquement vouloir maximiser ma marge. Et donc je vais perdre en taux de conversion. Et donc une des problématiques, j'entends qu'ils applaudissent, donc on va faire vite, mais on arrive à la fin. Une des problématiques, c'est où je positionne mon curseur. Donc ça, on va le voir juste après, on conclura par cela. Donc pour visualiser aussi les résultats de cette nouvelle allocation, un graphe visuel qui est très pratique, c'est celui-ci. C'est qu'on va finalement redistribuer les primes. Ici, on voit un abscisse, donc sur tous les changements de tarifs qu'on a eu sur tous mes individus. Donc là, on rappelle, on était sur du plus ou moins 20%. Et sur chacune de ces variations de tarifs, chacune de ces tranches, on va superposer l'élasticité qu'on a. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'effectivement, pour les tarifs, pour les prospects en tout cas très sensibles au prix, eh bien, pour ces prospects-là, il y aura une baisse de tarifs. A contrario, pour les prospects qui sont peu sensibles, on les voit vers la droite, peu sensibles au prix, on va proposer ici une augmentation tarifaire. Et en centrale, ici, il n'y a pas d'optimisation tarifaire. Donc on superpose aussi cette courbe d'élasticité à la nouvelle distribution de primes, et ça colle à l'intuition de ce qui a été attendu. Et donc cela, c'est pour un scénario d'optimisation fixé, comme je le disais précédemment. Alors d'autres indicateurs, mais que je vais balayer très rapidement, on peut également superposer le loss ratio ici. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une augmentation du tarif pour les prospects qui vont avoir un loss ratio élevé. Ça colle encore une fois avec l'intuition. Pareil, lorsqu'on s'intéresse à la concurrence, ici, donc lorsqu'on regarde l'évolution du tarif versus sur l'écart du tarif leader, on voit ici que pour les tarifs là où on est le plus agressif, on va pouvoir proposer, ou en tout cas une augmentation sans risquer finalement de perdre le prospect. Donc on peut avoir des analyses à plat comme ça sur des données post-optimisation qui vont être très utiles. Et ça ne veut pas dire qu'on a terminé la stratégie tarifaire, parce qu'on va pouvoir reboucler dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un compromis à faire entre la maximisation de ma marge et la maximisation de ma conversion. Et on terminera par là. Là, on revient à la problématique de l'optimisation au sens large. C'est ce qu'on appelle le front d'efficience ou le front de Pareto. On entend souvent parler en optimisation. C'est une notion qui est très importante, puisque on va pouvoir se donner plusieurs scénarios, plusieurs stratégies, plusieurs balances entre ma marge et ma conversion, et donc plusieurs allocations de primes. Et je vais définir ce front d'efficience. Un point dans cet espace de marge totale et taux de conversion, ça correspond à un problème d'optimisation que j'ai résolu, et donc à une allocation de primes particulière, où schématiquement j'ai fixé un lambda particulier. Mais on peut ne pas agir qu'uniquement sur ce paramètre d'équilibre lambda, on peut également agir sur les contraintes. Là, on était sur du plus ou moins 20%. On peut également venir faire des contraintes par segment. Je peux vouloir avoir une segmentation particulière pour les jeunes, pour certains types de profils. Donc, on aura autant de points qu'on a de manières de concevoir notre problématique d'optimisation. Ça, c'est un point important, et ça aurait pu donner aussi lieu à un autre travail. Il y a une autre présentation, et ça nous permet de dessiner ici cette frontière d'efficience qui va nous permettre finalement de pouvoir décider. Donc en résumé, la situation actuelle, lorsqu'on a une prime de risque classique, c'est le point rouge, et la question qui va se poser, c'est maintenant j'ai envie d'être efficient, et pour guider cette efficience, eh bien, on va dessiner ce front d'efficience-là et guider le choix. Il n'y a pas un choix unique, ça c'est un choix qui va être arbitré par chaque acteur.
voilà, je vais laisser Linda peut-être conclure sur cette partie. On vous a présenté un overview alors assez rapide de l'optimisation tarifaire, principalement centré autour d'un modèle d'élasticité. Je te laisse conclure sur les différents aspects qu'on a pu aborder aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a pas mal centré sur l'élasticité au prix, mais en réalité notre démarche elle repose bien sur 3 piliers. Donc déjà une bonne vision du risque, donc de la prime pure, un modèle d'élasticité qui soit fiable, qui prenne bien en compte la concurrence et l'environnement dans lequel on se trouve, puisque finalement ça va se refléter dans les contraintes qu'on impose à notre problème d'optimisation. Donc, je pense par exemple au contexte inflationniste, donc qui repose en fait justement, qui participe à cet environnement qui est stressé et qui nous impose certaines contraintes, puisque c'est ce qui plane actuellement au-dessus de nos têtes. Et ce qui nous impose justement de faire les bons choix dans les stratégies commerciales futures qu'on pourra appliquer à l'avenir. Merci de nous avoir écoutés. Merci. S'il y a des questions, oui. 31 ? Alors 31, ma question, c'est sur le... C'est lequel? J'arrive pas à voir. C'est sur le problème d'optimisation. Celui-là Celui d'avant, je dirais même. Parce que là, c'est la résolution. Non, voilà, j'ai exactement celui-là. Là, je vois 2 contraintes. Déjà, une remarque, c'est que normalement, en général, pour un problème d'optimisation sur les préférences liées au prix, pour la rentabilité de l'assureur, sous les contraintes, il y a une contrainte en général d'incitation. J'imagine que vous partez du principe que l'assuré, lui, ne va pas modifier son comportement face au risque. Mais bon, en partant du principe que lui, il a un risque qui est constant pour un segment particulier. Là, j'interprète la première contrainte comme la contrainte de participation. C'est-à-dire la best option qu'a l'assuré, c'est soit d'aller chez la concurrence ou de s'auto-assurer. Je voulais savoir, en fait, là, le lambda que vous avez, c'est 20% ou c'est le M%. Comment vous le quantifiez par rapport à la concurrence, je dirais, sûrement. Le gamma plutôt, c'est ça? C'est ce qui est dans le volume de taux de transformation? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais. En fait, le gamma et le M-bar, en fait, c'est la même chose. Alors ici, les besoins étaient de stabiliser plutôt le flux entrant qui existe en fait actuellement. Donc stabiliser un taux de conversion qui était égal en fait au taux de conversion moyen qui existait déjà. Donc c'était en ça qu'on l'avait, c'est comme ça qu'en fait qu'on l'a défini. Pour compléter, effectivement, tout comme le compromis qu'on a entre la marge et le taux de conversion, on le voit dans la formule ici. Hop. On voit qu'il y a un lambda qui fait office de compromis, mais il y a également ce paramètre gamma, ou le M bar, en fait, n fois gamma. On peut jouer aussi là-dessus. C'est un des paramètres du problème d'optimisation aussi. On peut jouer là-dessus et ça donne du coup une frontière d'efficience qui va potentiellement bouger avec ce paramètre-là. Donc on peut se donner plusieurs scénarios aussi de contraintes à ce niveau-là. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. S'il y a d'autres questions. Ouais. Alors, tout dépend de la base qu'on nous livre. Mais sinon, à part ça, pour les travaux, ça va dépendre justement si en amont, l'assureur, l'acteur en question, il va vouloir estimer plusieurs scénarios, donc plusieurs possibilités, s'il va vouloir tester plusieurs contraintes. Mais si on part ici sur ce type d'algorithmie, donc qui est quand même un peu plus restreint, puisqu'ici on n'impose pas des contraintes par segment, etc. On va plutôt être de l'ordre sur l'algorithme d'optimisation, il va tourner en quelques heures. Après, tout dépend forcément de la taille de vie initiale, à quelle profondeur on a envie de travailler, mais on va être autour de ça. Donc, en moins d'une journée de travail. Si les données... Si les données sont propres et...
Mais effectivement, ici, on n'en a pas parlé, mais techniquement, le F-chapeau, c'est un modèle, par exemple, on peut considérer que c'est un modèle de régression logistique, donc tout se fait très bien, ça se dérive. En développant, c'est un modèle d'optimisation quadratique, donc on sait bien faire les choses. Le principal, c'est de bien estimer le modèle d'élasticité, vraiment. La forme particulière du problème d'optimisation en soi n'est pas difficile. Par contre, c'est les contraintes qu'on va mettre dessus. Là, pour l'exposé, on a mis des contraintes de bornes, de primes sur tout le portefeuille équivalentes, mais lorsqu'on a des contraintes un peu plus sophistiquées, ou par segment, on va vouloir mettre des contraintes pas forcément équilibrées, etc., ça peut rendre le problème d'optimisation avec une forme plus complexe, mais la résolution ne se compliquera pas d'autant. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des bases de données aussi prêtes et fiables que possible. Je ne sais pas si la question est portée sur l'algorithme d'optimisation ou sur le temps pour effectuer toutes les étapes menant à l'optimisation tarifaire. Là, il faut compter. Pareil, ça va dépendre du traitement de la base de données initialement, mais sinon, si on a une base de données qui est propre, ça va prendre 2 mois, 3 mois pour réaliser l'ensemble des travaux de manière qualitative avec toutes les analyses qu'il y a à côté. Donc on n'est pas sur des travaux de 2 semaines. Pas d'autres questions? On peut vous libérer. Ouais. C'était juste au niveau des variables. Je voyais cotisation TTC, cotisation hors taxe ou prime hors taxe. Je veux savoir, c'est quoi la différence? Alors, tout simplement, d'abord, on parle de la prime pure, donc la prime technique. Ensuite, on va poser des frais. Sur ces frais, il y aura une petite marge qui sera appliquée. Par-dessus ça, on va avoir des taxes. Donc là, en fait, on arrive à notre prime commerciale hors taxe. Après, on va ajouter les taxes. Et là, tu auras ta prime commerciale, toutes taxes comprises. Oui, ça, je sais, mais en fait, je me demandais pourquoi, en fait, c'était quoi l'intérêt en fait, de mettre la cotisation hors taxe et la prime hors taxe dans le modèle? C'était juste. C'est juste pour avoir la marge. Okay, c'est pour enlever les taxes en fait, qui sont de façon stable pour tous les prospects. Donc, c'est pour avoir la marge. D'accord. Merci. C'est l'heure de la pause, du coup.